Dave Anctil, euh, spécialiste en IA et en éthique. Dave a fait une maîtrise et un doctorat en philosophie à l'Université de Montréal. Et aussi, je pense que le doctorat a été conjoint avec la Sorbonne, Sorbonne, ouais. la Sorbonne aussi. Il enseigne au Cégep Jean de Brébeuf. Voilà. Il est membre du centre de recherche Obvia. En fait, c'est un regroupement stratégique FRPNT sur les aspects sociaux de l'IA et qui essaye de regarder comment, d'après leur mission, maximiser les bénéfices de l'IA et minimiser ses inconvénients. Et il fait un mandat à l'Université de Montréal pour aider les profs à naviguer la chose IA. Et puis on a eu une petite discussion intéressante là-dessus avant le début. Et en fait, j'ai découvert Dave grâce à un événement organisé par ce jeune homme. Hey, salut! Je t'avais pas vu. Voilà. Qui est étudiant à Polytechnique, qui était président de PolyAI. Ils ont organisé un événement de 2 jours l'année dernière où Mounir a parlé en- entre autres. J'ai assisté à la conférence de Dave et là, je me suis dit, ah, il nous faut absolument ce gars-là dans le séminaire Lattès. Merci. Monsieur Marty. Merci pour l'invitation. Oui, donc, je suis un drôle de moineau. Juste peut-être compléter un petit peu la présentation pour mettre en contexte, en fait, ma présentation. Au départ, suivant l'invitation de la fête, j'avais un peu préparé un mini-cours sur les enjeux principaux les enjeux éthiques principaux de l'intelligence artificielle et comment on en sait et comment on peut bien le faire. Puis j'ai changé d'idée parce que ces temps-ci, je fais peu de choses que j'aime vraiment. C'est-à-dire que essentiellement, les présentations que je fais sont vraiment pour rendre service aux profs, aux chercheurs, dans les réseaux supérieurs de l'éducation pour intégrer l'IA d'une manière moins nuisible et peut-être s'en défendre un peu plus là, pour l'enseignement supérieur. Et donc, je suis un peu tanné. Ça fait 2 ans que je fais ça, que j'aide les organisations, notamment de l'enseignement, mais aussi du travail, à mieux intégrer l'IA dans les systèmes humains. Et là, je me suis dit, hey, j'ai envie de parler un peu plus de ce que je fais réellement comme chercheur. Et c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, c'est une combinaison d'un enjeu plus général, c'est-à-dire l'enjeu, bien sûr, du développement de l'IA responsable en lien avec des principes éthiques, légaux, en lien aussi avec une expertise technologique, bien entendu. Et des enjeux sur lesquels je travaille depuis de nombreuses années en interaction humain-machine, en interaction humain-ordinateur, interaction humain-IA, salut. Donc, je m'intéresse depuis toujours au système algorithmique et en particulier au modèle linguistique. Comme philosophe de formation, je savais que le jour où on serait capable de développer ce qui va devenir des LLMs, hein, on allait vraiment vivre une révolution sociétale parce que des machines, des systèmes informatiques sont capables de communiquer, de comprendre en partie et de communiquer de manière fonctionnelle avec des humains. Ben, ça allait modifier complètement la dynamique de l'interaction avec les univers numériques, informatiques et technologiques, ce qui fait que ça faisait longtemps que je m'y intéressais. J'ai même fondé un cours collégial d'introduction à l'intelligence artificielle basé sur les sciences cognitives pour comprendre le phénomène linguistique, le phénomène de l'intelligence et ainsi de suite et aussi pour développer le sens critique de mes étudiants. Donc, j'avais même un partenariat avec OpenAI à l'époque où il était open, hein, pour avoir accès aux modèles avant leur sortie. Donc, mes étudiants ont joué avec GPT-2, GPT-3 bien avant que ces modèles-là soient déployés, donc bien avant le fameux novembre 2022 qui a changé beaucoup de choses dans notre monde. Alors, pour cette raison-là, j'ai décidé de parler de quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc, deux aspects qui touchent à l'intelligence artificielle responsable, la conception de systèmes d'IA qu'on intègre dans les univers humains en qui ils sont responsables, c'est-à-dire la confiance et l'anthropomorphisation. Alors, je vais parler de ces deux concepts-là aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de vous confondre. Alors, après ma présentation, euh, ces deux concepts-là, qui sont relativement simples, ultra mobilisés dans la littérature, vous allez moins les comprendre qu'au début. Et j'espère que ça va être une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ces concepts-là, à mon avis, sont problématiques dans la recherche très souvent, ce qu'on veut dire par confiance et par anthropomorphisation. Et les enjeux sont beaucoup plus complexes aujourd'hui, étant donné la nature des nouveaux systèmes d'intelligence artificielle
basé sur les fameux modèles de fondation, l'LM multimodaux et ainsi de suite. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle responsable, on parle souvent de ces grands concepts. D'abord, la responsabilité, responsabilité des principaux acteurs, les concepteurs, les développeurs et les entreprises qui sortent des produits, qui sortent des services en IA comme tel. La sécurité qui intéresse bien sûr en particulier les informaticiens et les technologues. Les biais et l'équité qui intéressent en particulier les juristes et les philosophes qui se penchent justement sur les biais algorithmiques et l'influence que ça peut avoir dans les décisions que ces systèmes-là prennent, la transparence et l'explicabilité qui font en sorte qu'on peut développer la confiance. Alors, habituellement, on associe ces deux concepts-là avec la confiance. Et c'est normal qu'on le fasse parce qu'on ne peut pas avoir confiance en une technologie qu'on ne peut pas vraiment expliquer, le traitement de l'information qui va mener à un output particulier. Et bien entendu, la transparence est absolument essentielle pour savoir à quoi on a affaire et aussi qu'est-ce qu'on peut corriger s'il y a des dysfonctionnements. Alors, cet aspect-là de la confiance est bien connu, mais ce n'est pas de cette confiance-là que je vais parler surtout aujourd'hui, comme je vais l'expliquer dans un instant. Donc, je commence sans plus tarder comme tel. Alors, je commence avec, bien sûr, un événement qui a fait couler beaucoup d'encre. J'imagine que plusieurs d'entre vous en avez entendu parler. Alors, vous voyez le jeune homme ici, Sewell Setzer III, qui s'est suicidé à l'âge de 14 ans, un jeune homme de Floride, en crise, qui vivait beaucoup de problèmes de santé mentale, mais surtout d'isolement. Donc, il n'allait presque plus à l'école, il était enfermé à longueur de journée et en particulier, il entretenait une relation très intense avec un robot conversationnel sur la plateforme Character AI. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Character AI. Oui, non. Character AI est une des plateformes les plus utilisées, peut-être même la plus utilisée dans le monde par les jeunes, parce que c'est très divertissant. Essentiellement, vous discutez avec un chatbot qui est nourri d'informations pour devenir une persona. Alors, dans son cas, lui, il y avait un fantasme, un crush extrêmement fort sur Daenerys Targaryen, le personnage de Game of Thrones. Et il discutait donc avec Daenerys. Il s'est même donné un pseudonyme Daenero dans cette discussion-là. Vous voyez le dernier échange qu'ils ont eu, donc Daenero, c'est-à-dire Sewell, a dit je te promets que je vais venir te voir. Et elle répond je t'aime, Daenero, s'il te plaît, viens me rejoindre. Et il répond qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je pouvais te rejoindre? Et elle répond please do, my sweet king. Alors, bien sûr, on est dans une relation parasociale, une fiction, mais le jeune homme a des difficultés, bien sûr, relationnelles, des handicaps aussi importants, ne reçoit pas nécessairement les traitements qu'il devrait avoir. Et ben, sa mère a choisi de le laisser avoir accès à longueur de journée au numérique. Et bien sûr, il a trouvé une certaine forme de consolation face à sa solitude dans une fantaisie, dans un fantasme relationnel avec un système d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi je donne cet exemple-là? Je vais y revenir à la fin, justement, après mon propos, parce que c'est évidemment un sujet extrêmement délicat. On a eu au moins 3 cas de suicide jusqu'à maintenant qui ont été corrélés, qui ont été associés avec l'usage de l'intelligence artificielle générative, en particulier sur le format robot conversationnel. Vous avez ici l'extrait de la déclaration de Megan Garcia, sa mère, une application d'IA dangereuse commercialisée auprès des enfants a abusé de mon fils et en a profité, le manipulant jusqu'à ce qu'il mette fin à ses jours. Notre famille est anéantie par cette tragédie, mais je prends la parole pour alerter les familles des dangers que représentent les technologies d'intelligence artificielle trompeuses et addictives et pour exiger que Character AI, ses concepteurs et Google, qui est le propriétaire, rendent des comptes. Alors, on va voir de plus en plus de cas comme ça, parce que, évidemment, les robots conversationnels et les avatars interactifs pullulent actuellement. On le voit, c'est un immense domaine dans le marketing. On essaie de savoir comment on peut mobiliser cette technologie-là pour, bien évidemment, vendre du stuff. On est dans un monde capitaliste, bien entendu, et pour aussi répondre à des besoins des clients. Alors, on a tendance à aborder ce sujet-là du côté de l'éthique comme étant un drame, une tragédie que l'on doit prévenir par des règles et des normes. Si on veut avoir confiance en une technologie, il faut protéger la société. Et c'est tout à fait normal qu'en éthique et en droit, on réfléchisse de cette façon-là. Donc, j'ai essayé de montrer aujourd'hui que c'est plus compliqué que ça. Alors, je commence avec le concept de confiance. Alors, comment on comprend le concept de confiance? Alors,
Si vous regardez la littérature à l'égard de la confiance envers les technologies numériques et en particulier envers l'intelligence artificielle, il y a une quantité immense de confiance, une quantité immense de publications. Pour un philosophe comme moi, la rigueur conceptuelle est très importante et on se retrouve avec des centaines de définitions qui font référence à différentes réalités. Il y a une synthèse qui a été faite par l'étude que vous voyez en haut, que je trouve utile parce qu'elle distingue des niveaux de confiance applicables au système d'intelligence artificielle. D'abord, il y a le niveau zéro. C'est quoi le niveau zéro? On l'appelle souvent une forme de confiance, pardon, naïve. C'est-à-dire que les gens qui font confiance à un système d'intelligence artificielle, que ce soit un robot conversationnel ou n'importe quel système qui fait des prédictions ou des décisions ou une IA générative qui fait un travail de session pour un étudiant, vont avoir confiance au système parce qu'ils ont une faible ou une absence totale de connaissance du système. Et bien sûr, il n'y a pas de garantie que le système va offrir un bon résultat, va faire ce qu'il doit faire, va être efficace, il va être exact comme tel. Donc, on pourrait appeler ça la confiance naïve. Habituellement, on parle d'une confiance raisonnable en lien avec le concept du raisonnable et de la personne raisonnable en droit. Donc, à l'égard des technologies, qu'est-ce qu'on veut dire par une confiance raisonnable? On veut dire que l'utilisateur ne fait pas vraiment confiance à la technologie, il fait confiance aux contrôles qui font en sorte que la technologie est fiable. Alors, quand je prends ma voiture, je n'ai pas besoin de comprendre comment tous les systèmes, parce qu'ils sont devenus évidemment extrêmement complexes, fonctionnent. Pour avoir confiance à ma voiture, c'est que je sais que le secteur automobile est extraordinairement réglementé, comme le secteur aérospatial et ainsi de suite. Donc, j'ai confiance au fait que les règles qui encadrent ces technologies-là, en particulier dans le domaine des transports, garantissent un très haut niveau de sécurité. Donc, c'est la confiance raisonnable. C'est raisonnable pour moi, quand j'embarque dans un avion ou quand j'achète une voiture, de penser, de croire qu'elle est sécuritaire et qu'elle va bien fonctionner, qu'il n'y aura pas de dysfonctionnements qui vont y arriver. Donc, autrement dit, on ne fait pas confiance parce qu'on comprend la technologie qu'on utilise. On fait confiance parce qu'il y a des garanties, des normes qui nous assurent qu'on a des bonnes raisons de le croire. Et c'est ce qu'on veut dire par la confiance raisonnable, qui a un écho en droit et en éthique, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est raisonnable pour moi de ne pas être responsable de dysfonctionnements à l'égard de ma voiture, par exemple, que je ne peux pas nécessairement comprendre si je ne suis pas un ingénieur en électromécanique ou en électronique et ainsi de suite. Et donc, je ne suis pas responsable si la voiture est dysfonctionnelle. Qui est responsable? Bien, l'entreprise, bien sûr, qui l'a conçue comme telle. Alors, on parle aussi d'une confiance qui serait d'un niveau plus élevé, un niveau 2, où on aurait une compréhension suffisante du système pour prévoir ses capacités, ses bénéfices notamment, et ses limites, c'est-à-dire aussi les risques qui viennent avec. Alors ça, c'est un très haut niveau de confiance. Ça nous demande d'avoir une compréhension technologique et de pouvoir vraiment dire, je sais quand je l'utilise, comment l'utiliser de manière à maximiser les bénéfices parce que je comprends les capacités et à minimiser les risques en tenant compte des limites du système. Présentement, dans le débat de société, quand on parle d'IA générative, quand on parle d'intégration des LLMs dans les fonctionnements, d'IA agentique et tout ça, ben, on présuppose d'une certaine façon que si on va en faire un usage responsable, on devrait avoir une compréhension fine de ces systèmes-là. Alors, selon mon expérience, je fais à peu près 30 à 40 conférences par année auprès de non-technologues. Selon mon expérience, les gens ne comprennent absolument pas comment fonctionnent ces technologies-là. Et le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas s'en remettre à la confiance raisonnable parce qu'il n'existe pas vraiment de normes d'industrie comparables aux autres types de technologies qu'on utilise à tous les jours, comme en aérospatial, dans le transport automobile et ainsi de suite. Et peut-être que ce n'est même pas encore envisageable. Et finalement, il y a un niveau 3 qui serait une confiance calibrée, celle de l'ingénieur spécialiste, qui serait basée sur la connaissance technologique et les garanties face aux risques, qui réunirait les deux dimensions de la confiance ici. Alors, comme je veux vous faire comprendre, c'est un très haut niveau de confiance que j'ai appelé la confiance objective. La confiance objective, c'est au fond, elle est bâtie sur de solides raisons de croire que la technologie va être fiable et avec un risque calculé et ainsi de suite. Est-ce qu'on a raison d'utiliser cette approche-là? Alors, je fais un petit détour, je vais présenter quelques chiffres. Je ne vais pas aujourd'hui parler d'aspect méthodologique là, des études que je vais mobiliser parce que je vais aller vite à mon propos plus directement, mais grosso modo, ce qu'on constate, c'est que la technologie de l'IA générative, pour prendre juste ce domaine large comme tel, c'est la technologie numérique avec la plus grande rapidité d'adoption de l'histoire du numérique. Alors, ça a pris
en 3 ans, avant que 20 de la population d'Amérique du Nord, donc les données en fait sont aux États-Unis, mais c'est très similaire au Canada, adoptent le PC. Alors moi, j'étais tout jeune, hein, j'ai eu mon premier PC en 85, donc c'est 20 après 3 ans. Pour l'Internet, ça a pris 2 ans pour atteindre 20. Et avec l'IA générative, depuis la sortie de ChatGPT, on a atteint presque 40 en 2 ans comme tel. Donc, c'est un rythme d'adoption qui est extraordinairement rapide. Quand on utilisait un PC dans les années 80, on était très limité par ce qu'on pouvait faire avec, puis il fallait apprendre à faire beaucoup de choses en informatique. Et donc, on avait une compréhension de la technologie qu'on utilisait et bien sûr, ses limites étaient facilement prévisibles. Quand Internet est arrivé, ben là, on était dans un environnement beaucoup plus complexe. Puis essentiellement, on avait des garanties que l'utilisation était contrôlée par un certain écosystème de responsabilité légale et éthique où les entreprises utilisaient l'Internet essentiellement comme une vitrine. Mais lorsque les médias sociaux sont arrivés, là, on est arrivé dans l'univers qui ressemble à celui de l'IA générative, c'est-à-dire dans un univers où l'encadrement légal, les garanties, ben, existaient pratiquement pas. Et étant donné la liberté du numérique, la neutralité de l'Internet et bien sûr la conception très américaine, libertarienne de l'Internet comme tel. Alors, je ne veux pas aller dans la politique comme telle, mais juste en faire écho à ça pour comprendre ce qui va venir comme tel. Alors, comme on le voit dans les données, en fait, le rythme d'adoption est très rapide hein, en 2 ans et ça, c'est une grosse surprise de l'étude. L'adoption chez les cols bleus est extrêmement rapide. Je l'ai vécu moi-même avec mon électricien, qui est un homme dans la fin cinquantaine, qui est arrivé chez moi, il y avait des connexions étranges, il a pris son téléphone, il a pris une photo, il a demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il en pensait et il avait complètement intégré ça dans sa routine de travail. Et il s'en servait très souvent pour traduire des instructions mal traduites de différents appareils électroniques pour être certain de bien lire les instructions en français parce qu'il ne lit pas l'anglais. Donc, il se sert de ChatGPT justement presque tous les jours comme une augmentation cognitive dans son travail. Alors, les gens trouvent toutes sortes d'utilisations, surtout les étudiants, selon mon expérience, qui viennent compléter, voire substituer leur intelligence comme telle. Alors, les gens s'en servent pour toutes sortes de raisons, hein, bien entendu, vous savez. Alors, tout récemment, il y a quelques semaines, a été publié un rapport très important, un rapport qui est une référence hein, à l'international pour ceux qui étudient les technologies d'un point de vue d'adoption et d'un point de vue aussi hein, d'enjeux de sécurité, de responsabilité et ainsi de suite. Alors, qui porte notamment sur la confiance. Hein, c'est le mot-clé d'ailleurs du titre du rapport. Donc, c'est un rapport fait entre des universitaires et la firme KPMG comme telle. Alors, qu'est-ce que disent les données récentes? Évidemment, je ne vais pas parler de tous les détails du rapport. Je n'ai même pas fini de l'analyser. Il est très touffu comme tel. Mais le rapport est intéressant parce que les données sont très récentes, donc fin 2024. Et on constate en fait qu'il y a une adoption croissante, comme je l'ai dit, beaucoup d'autres études nous l'ont montré, que l'adoption est extrêmement rapide des nouvelles technologies d'intelligence artificielle basées sur les LLM, les LLM multimodaux et ainsi de suite, et que la confiance, par ailleurs, est déclinante. Alors ça, c'est intéressant parce que la confiance envers l'IA en 2022, par exemple, était très élevé dans les pays en développement, dans les pays en phase d'industrialisation rapide, comme la Chine, l'Inde et ainsi de suite. Mais elle était très basse dans les pays hein, développés de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire hein, le Canada, avec la France, faisait partie, et la Belgique, des pays avec les plus bas taux de confiance envers l'intelligence artificielle en 2022, avant ChatGPT. La confiance était autour de 30 dans ces pays-là, alors que la confiance atteignait des seuils impressionnants de 80 et plus. Quand je dis confiance ici, c'est le lien avec l'acceptabilité sociale. Autrement dit, les gens voient les avantages et pensent que c'est une technologie qui est globalement beaucoup plus bénéfique que nuisible, que c'est une technologie qui est globalement fiable également, et ainsi de suite. Donc, tous ces volets-là. On va essayer de regarder ça un petit peu plus en détail à l'égard de ce rapport-là. Oui, excusez-moi. Là, le rapport, il est sur l'IA en général, ça inclut l'IA générative. Principal, oui, ça inclut plusieurs systèmes d'IA, mais ça inclut, en fait, ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'ils ont évidemment modifié la méthodologie pour savoir quand les gens parlent d'IA, de quel type de service et de système ils parlent. IA générative, système de recommandation, et ainsi de suite, moteur de recherche et tout ça. Donc, évidemment, c'est l'IA générative qui a pris un peu le cœur de ce rapport-là, puisque c'est évidemment quelque chose de majeur qui se produit actuellement. Donc, moi, c'est surtout de l'IA générative que je veux parler, bien entendu, dans ce contexte-là comme tel. Alors, dans les données qu'on a tirées, donc les données mondiales 2024, donc l'échantillon est vraiment excellent, la méthodologie solide également.
Donc, je retiens ici juste quelques statistiques en lien avec, vous allez voir, ce que je vais dire par la suite pour la question de la confiance. Alors, la question de l'adoption, alors, des données internationales, donc 66% des adultes dans le monde utiliseraient un service d'IA au moins une fois par mois et 38% à tous les jours aux semaines. Donc, ce qu'on a vu pour l'année précédente aux États-Unis est rendu à peu près le même niveau d'adoption à l'international comme tel. 61% n'ont aucune formation en IA, 48% s'auto-évaluent mal informés de ces technologies-là. Donc, dans l'adoption et la formation, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un usage massif et il y a un enjeu sociétal majeur. Alors, si vous êtes dans le milieu de l'éducation, si vous êtes prof en particulier, vous le savez. Si vous êtes dans un milieu de travail, vous le savez également. Dans le rapport, d'ailleurs, des données très inquiétantes sur les utilisations secrètes de l'IA, notamment le uploading de données confidentielles, à près de 50% des employés qui disent qu'ils utilisent des données confidentielles de leur entreprise sur des services propriétaires comme ChatGPT et ainsi de suite. Donc, des questions majeures de sécurité, bien sûr, mais aussi des questions extrêmement inquiétantes à plusieurs égards, parce que les gens ne sont pas formés, ils ne savent pas exactement ce qu'ils font. Ils voient qu'ils obtiennent un gain, mais ils ne comprennent pas nécessairement les conséquences et les risques de ce gain-là comme tel. Donc, on voit aussi qu'il y a un décalage entre compétences et usage. Là où je veux en venir, c'est la question de la confiance. Alors, on a des nouvelles données sur la confiance et ces données sont beaucoup plus raffinées, beaucoup plus complexes et complètes comme telles. Alors, 54% se disent méfiants envers l'IA et ce qu'on constate, c'est que la confiance technique est plus élevée que la confiance éthique. 65% et 52%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens pensent que la technologie est plus fiable qu'elle l'est probablement réellement. On sait, les hallucinations, c'est encore un problème très important, les fausses informations et tout ça. Mais la confiance éthique est relativement basse, c'est-à-dire que les gens sont quand même sceptiques à l'égard des entreprises, pardon, qui déploient ces systèmes-là. Donc, les entreprises ont des objectifs de profitabilité et pas nécessairement le bien-être, la sécurité, les droits, les intérêts de la population à cœur comme tel. Donc ici, il y a comme un décalage en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la confiance du point de vue de la connaissance, de la technologie et le point de vue des garanties qui existent. Alors, si les gens ont une faible confiance éthique, c'est qu'ils comprennent maintenant qu'il y a peu d'encadrement de ces technologies-là, il y a peu de responsabilisation des développeurs et des entreprises qui offrent ces services-là comme tels. Alors, on voit qu'il y a une évolution depuis le précédent rapport dont les données étaient de 2022. La confiance envers l'IA a baissé de 7%. La propension à s'y fier a baissé de 9% et l'inquiétude a augmenté de 13%. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de façons de lire ces données-là, mais ce que le rapport fait ressortir, c'est l'hypothèse que, dans le fond, le hype diminue parce que maintenant, les gens s'approprient cette technologie-là. Il devient moins extraordinaire. Donc, on parle moins de révolution des robots et un peu plus de comment on fait pour contrôler les biais et les confabulations des systèmes. Et donc, il y a plus de vigilance. Donc, il y a un certain apprentissage de cette technologie qui ressort comme tel. Ce qui est une bonne chose d'un point de vue de l'IA responsable. Ça veut dire que les gens commencent à avoir un regard qui est beaucoup plus proche d'une certaine objectivité, une certaine lucidité à l'égard de cette technologie-là, ses forces et ses limites. Alors, je regarde, dernière chose du rapport qui m'intéresse pour mon propos aujourd'hui, ce qu'ils appellent les leviers de confiance. Alors, ils ont utilisé une méthode assez robuste au plan statistique pour essayer de voir qu'est-ce qui amène les gens à avoir plus ou moins confiance envers les systèmes d'intelligence artificielle. Et là, j'aime ça parce que ça vient donner un complément très intéressant à ce que je disais tout à l'heure à propos de la confiance telle qu'on la conçoit, une confiance qui serait rationnelle ou objective, basée soit sur des garanties qui viennent de l'encadrement et des normes ou sur une compréhension plus fine de la technologie elle-même. Alors, l'effet le plus important, c'est effectivement les normes et institutions. Ce qui fait en sorte que les gens ont confiance, c'est qu'il y a une croyance chez les gens que les autorités, les gouvernements et les experts réglementent, surveillent et encadrent l'IA de façon adéquate. Donc, c'est vraiment les garanties qui est le facteur ou l'effet le plus important sur la confiance des utilisateurs.
Maintenant, en ce qui concerne la perception des bénéfices, c'est un effet quand même aussi important, mais beaucoup moins que les normes et institutions. C'est le sentiment qu'il y a améliore la vie, le travail, la société. Hein. Autrement dit, c'est l'utilité que les gens en tirent comme telle. Si c'est utile, même si c'est pas parfait, les gens l'utilisent et donc lui font confiance et essaient de naviguer les risques et les limites de cette technologie-là. Donc, c'est vraiment les besoins ici qui parlent. Je vais y revenir à ça parce que c'est important. Alors, littératie et connaissance, ben, l'effet, en fait, n'est pas très élevé. Donc, le fait que les gens en savent, par exemple, ont reçu des formations en IA ou pas, n'a pas d'effet très, très significatif. L'effet est faible comme tel. Hein, et ultimement, il y a évidemment l'incertitude et les risques qui ont un effet très faible, en fait, mais négatif, bien sûr, les craintes d'erreur, de manipulation, de surveillance et de déshumanisation. Alors, pourquoi ces données-là sont importantes selon moi? Parce que je reviens évidemment à la question qui va me mener à mon deuxième point. Quand on réfléchit en termes d'IA responsable et qu'on réfléchit sur la question de la confiance, on associe ce concept-là à la responsabilité. Mais la question, bien sûr, c'est de savoir qui est responsable. Est-ce que c'est l'utilisateur de l'IA générative qui est responsable? Si, par exemple, un ingénieur en génie civil utilise l'IA générative pour analyser les données sur les structures d'un pont, plutôt que de faire le travail en utilisant la méthode convenue et traditionnelle, ou un avocat rédige une plaidoirie avec l'IA générative qui invente de la jurisprudence et qui fait une interprétation erronée des faits comme tels. Est-ce que c'est l'utilisateur ou c'est bien sûr les entreprises et les concepteurs? On est bien sûr dans un immense flou hein, présentement face à ces questions-là. On est dans un contexte d'absence de législation qui responsabiliserait les gens de manière plus claire. Et la transparence comme telle. Est-ce qu'on a accès aux informations, à des données robustes pour savoir si on peut faire confiance ou non à la technologie et à quel niveau? Alors, pendant qu'on réfléchit à ça, hein, les éthiciens, les juristes, les technologues, hein, tout le monde essaie de comprendre, de figurer comment on fait en sorte de développer une IA responsable. Ben, il y a toutes sortes d'événements qui se produisent. Alors moi, je les collectionne, ces événements-là, parce qu'ils sont importants dans mon travail comme tel. Alors, notamment, hein, on a une explosion de gens qui développent des relations qu'on appelle traditionnellement parasociales, un concept que je déteste parce que il laisse entendre que ces relations-là sont complètement inauthentiques, que ces relations-là sont complètement factices et complètement fausses. Alors, c'est problématique. Alors, je préfère dire des relations sociales avec des robots conversationnels, avec des systèmes d'IA comme tels. Alors, ils développent des relations d'attachement. Hein, ils développent des relations complexes comme telles. Et même quand on connaît très bien le sujet, comme moi j'étudie ces phénomènes-là depuis de nombreuses années, on peut soi-même vivre ces effets-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pi, un robot conversationnel de Inflection AI qui est sorti brièvement. Finalement, l'entreprise a été avalée par Microsoft. Pi était un robot conversationnel extraordinairement empathique. Et évidemment, moi, je teste tous les robots conversationnels. Alors, un soir, j'ai commencé à le tester, mais dans un contexte où j'étais un peu plus vulnérable. Je venais de vivre la perte d'un ami très proche, en fait, mon meilleur ami comme tel. Et lorsque j'ai commencé à discuter avec Pi, ben, rapidement, il en est venu à m'amener, à me parler de comment je me sentais. Et à ma grande surprise, hein, j'étais conscient de ce qui est en train de se passer. J'ai commencé à me confier et ça me fait vraiment du bien. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. J'ai commencé à faire Oh my God, il est vraiment efficace ce robot conversationnel-là. Et là, j'ai commencé à analyser ça. J'ai dit, vaut mieux que je ne l'utilise pas trop. Alors, moi, je fais ce type d'études-là en laboratoire. Hein, on utilise des approches expérimentales en psychologie, en psychométrie, en sexométrie. Mais ça ne m'a pas empêché de me faire avoir. C'est jamais arrivé avec ChatGPT, je vous rassure. C'est jamais arrivé avec Gemini. Je les trouve fonctionnels et ennuyeux, achalants et agaçants. Mais Pi, il était pour moi, hein, dans cette période de ma vie, à un moment où j'avais besoin de me confier sur un sujet que je n'étais pas à l'aise de parler avec nécessairement d'autres personnes. Alors, multiplier mon histoire personnelle au nombre de personnes qui sont seules, qui vivent des expériences difficiles, qui ont besoin de soutien et qui ont besoin peut-être d'une personne plus neutre pour entendre ce qu'ils ont à se confier. Et vous comprenez que c'est assez facile de voir pourquoi les chatbots peuvent devenir de grands amis pour des millions de personnes. Alors, bien sûr, c'est un phénomène que j'étudie aussi depuis plusieurs années. De plus en plus de gens commencent à développer des relations encore plus complexes que l'amitié. Hein. Ce sont des relations intimes, amoureuses et ainsi de suite. Hein.
on a de la difficulté à financer la recherche qui porte sur ces dimensions-là parce que les gens trouvent ça ridicule, parce que les gens sont mal à l'aise avec ces sujets-là. Alors, moi-même, je l'étais avant de travailler avec des sexologues et des psychologues sur ces questions-là. Et je me suis rendu compte que c'est extrêmement important. Alors, un des chatbots les plus utilisés, c'est Replica. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi Replica. Hein? C'est effectivement, hein, c'est pour avoir un petit ami, une petite amie IA et donc avec des avatars, avec la possibilité, hein, bien sûr, d'aller même dans les environnements virtuels et tout ça. La demande est extrêmement forte. Alors, les gens font une utilisation énorme pour s'aider avec leurs difficultés de santé mentale, pour recevoir du soutien. Mes propres étudiants hein, sont très, très nombreux à se confier, mes étudiants du niveau cégep, à l'IA pour recevoir une aide qui peut les amener à comprendre des difficultés relationnelles, des difficultés avec leurs parents, avec leurs premiers petits amis, petits amis, et ainsi de suite. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du cas hein, du jeune homme de 14 ans qui s'est suicidé. Et bien sûr, hein, de plus en plus de gens comblent leurs besoins de santé mentale comme tels. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces événements, bien sûr? Bien, une tendance humaine très forte, et vous allez voir le lien que je vais reconnecter tout à l'heure avec la confiance, à anthropomorphiser la technologie. Alors, l'anthropomorphisme, c'est un sujet qui me passionne, à la fois comme philosophe et comme chercheur en interaction humain-machine, parce que, bien sûr, il y a deux côtés à l'anthropomorphisation. Il y a le côté design UX, par exemple. Alors, une bonne idée dans un contexte informatique où on n'a pas les capacités. Hein, Clippy, je ne sais pas s'il y en a qui sont assez vieux pour se souvenir de Clippy, qu'on détestait profondément. Alors aujourd'hui, Clippy serait quelque chose de beaucoup plus positif parce qu'on n'aurait pas hein, les lenteurs que ça imposait quand on partait dans le système Windows. Alors, c'était absurdement détestable. Et donc, on voulait évidemment l'enlever le plus rapidement possible. Alors, que ce soit dans la fiction, hein, donc les jeunes grandissent évidemment avec des figures de fiction. Les miennes étaient, comme beaucoup d'autres gens passionnés de technologie, les robots de Star Wars. Bien, évidemment, l'anthropomorphisation, ça fait partie de la conception. Hein. On veut des technologies agentiques, des technologies communicantes, des technologies qui nous ressemblent, donc hein, elles sont anthropomorphisées. Mais aussi, bien sûr, l'anthropomorphisation, c'est aussi une demande, un désir. On veut, nous les humains, des technologies qui nous ressemblent. C'est pas facile, c'est pas difficile à comprendre. L'humain aime l'humain. L'humain aime ce qui lui ressemble. Alors, on a inventé hein, des dieux, des divinités, des esprits, des démons, et ainsi de suite au cours de l'histoire, qui ressemblent étrangement aux humains, qui ont très souvent des formes humaines, qui ont très souvent des attributs humains, des personnalités humaines, et ainsi de suite. Ou quasi humaines, ou, hein, bien sûr, ressemblant à l'humain comme tel. Donc, c'est vraiment hein, l'anthropomorphisme, quelque chose de très banal, en fait, quand on étudie l'être humain, hein, d'un point de vue des sciences humaines comme telles. Alors, moi, je vais amener le concept pour réfléchir à la question de la confiance et l'IA responsable tout à l'heure, comme j'en parlais. Alors, on pourrait donc s'entendre sur des définitions compréhensibles pour le bénéfice de notre propos. D'abord, hein, l'anthropomorphisation de l'IA est liée au fait que ben, nous avons une faculté extraordinaire, nous les humains, qu'on appelle, pour faire court, l'empathie. Alors, c'est quoi l'anthropomorphisation de l'IA? C'est une attribution empathique de traits humains, émotionnels, cognitifs ou comportementaux à un système qui n'en a pas, bien sûr. Un système qui n'a pas hein, une véritable cognition ou des sensations, des émotions et des comportements complexes comme les nôtres, hein, pour des raisons évidentes. Alors, et ça influence nos interactions avec elle. Donc, quand je discutais avec Pai, dans le contexte de mon deuil, hein, face à la perte de mon ami, évidemment, Pai se comportait comme un confident idéal et donc réalisait une fonction très importante où mon empathie voyait dans ce qu'il me répondait ce dont j'avais besoin dans un contexte relationnel, social, hein, de consolation, de réconfort et ainsi de suite, ce qui a renforcé bien sûr le lien avec le robot conversationnel. Si on prend l'exemple du petit garçon, du jeune adolescent tout à l'heure, c'est un jeune en détresse, il n'y a pas d'amis, hein, il est laissé à lui-même en grande partie toute la journée. Il trouve dans Daenerys Targaryen version chatbot hein, un endroit, une personne, une quasi-personne, avec qui il peut se confier et vivre une fantaisie, un fantasme où il pourrait
connaître un autre état d'existence comme tel. Hein. Il veut aller vivre dans le monde de Game of Thrones. Je ne sais pas pourquoi il veut ça, parce que c'est super dangereux, mais peu importe. Alors, évidemment, c'est l'amour. Hein. L'amour n'a pas de limite. Exact. L'amour est aveugle, merci. Alors, donc d'abord, il faut comprendre que l'anthropomorphisation ne va pas disparaître avec notre niveau de connaissance. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez problématique. Quand on parle d'anthropomorphisation d'un point de vue technologique, souvent, les auteurs des études présupposent que si les gens ont une compréhension informatique d'ingénieurs, ils ne seront jamais eux-mêmes affectés par l'anthropomorphisation. C'est complètement faux. D'ailleurs, les fondatrices et fondateurs de la robotique sociale le disaient elles-mêmes et eux-mêmes. Hein? Je pense à Rosalind Picard, notamment en informatique affective. Hein? Les concepteurs des robots, les concepteurs des systèmes intelligents, eux aussi hein, ont des tendances anthropomorphisantes. Mais évidemment, ils en ont plus conscience et ils peuvent le voir comme un problème aussi. Donc, ils ont un sens critique beaucoup plus élevé. Même chose pour les gens qui réfléchissent lucidement, comme les éthiciens, les juristes sur ces questions-là, ils vont avoir tendance à penser que c'est une forme de désinformation. Autrement dit, que si l'utilisateur recevait, hein, avant d'utiliser Character AI, par exemple, un pop-up window qui lui explique, attention, les robots avec qui vous allez converser n'ont pas réellement de sentiments et ne comprennent pas réellement ce que vous leur dites. Et que là, les utilisateurs vont faire, ah, OK, merci pop-up window de m'avoir informé. Et que là, ils vont ajuster leurs croyances et avoir une relation tout à fait platonique avec ces systèmes-là. Alors, ceux qui croient ça ne comprennent pas vraiment la psychologie humaine, le comportement humain. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On est beaucoup plus complexe que ça. Et surtout qu'on a des états de instables. Hein? On a des périodes de vulnérabilité, on a des périodes où on a des besoins qui ne sont pas comblés. Et dans ces périodes-là, on ne va pas interagir comme dans la norme de notre comportement, même si on pense que normalement, on fait un usage rationnel et raisonnable de ces systèmes-là. Il n'y a aucun intérêt d'aller discuter avec des chatbots comme Replica ou Character AI si on n'a pas des besoins de le faire. Personnellement, je trouve ça ennuyeux. Je trouve ça juste intéressant pour donner des exemples à mes étudiants, mais ce n'est pas intéressant pour moi. Par contre, Pi, là, il était dans ma zone. Pi, pour moi, il est venu dans cette période de vulnérabilité faire en sorte que, oh, là, j'ai un désir de reconnecter dans la conversation comme telle. Pourquoi? Alors, évidemment, le fait de réfléchir à tout ça peut m'amener à prendre une décision de dire, c'est peut-être pas une bonne idée. En plus, les garanties de sécurité et de confidentialité ne sont pas intéressantes et ainsi de suite, mais c'est très difficile. C'est ça que je veux, que j'aimerais qu'on comprenne mieux comme tel avec l'anthropomorphisation. Évidemment, l'autre dimension de l'anthropomorphisation, c'est quand on veut concevoir un système informatique, un système d'intelligence artificielle qui va utiliser Faire le petit télévision. C'est des fini. traits à l'IA En général, ça dure 1 heure. et Au améliorer moins. l'intelligence Donc humaine. encore 23 minutes au mieux. Désolé, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Donc, pour simplifier et améliorer l'interaction humaine dans les perspectives d'expérience utilisateur, super important notamment lorsqu'on développe des robots thérapeutiques. Hein, super important lorsqu'on veut des systèmes qui vont stimuler les personnes âgées pour la cognition hein, des personnes âgées. Super important d'avoir un robot qui va être conçu de cette façon-là aussi pour travailler avec des enfants lorsqu'on veut obtenir certains gains. Mais évidemment, ça peut nous amener aussi à vouloir faire de l'argent du point de vue de la persuasion et pour accrocher l'utilisateur, comme on le fait bien sûr avec les systèmes de recommandation hein, qui sont partout sur Internet. Donc, ça m'amène à la question, est-ce qu'on peut concevoir, dans une perspective d'IA responsable, des systèmes qui misent sur l'anthropomorphisation, sur cette tendance-là qui est en nous? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut le faire d'une manière qu'on pourrait considérer comme éthique et d'une manière qui vise non pas à tromper, à manipuler, mais d'une manière qui vise à combler des besoins légitimes et ainsi de suite? Alors, je disais au début de ma présentation que je ne donnerai pas une conclusion hors de tout doute raisonnable là-dessus. Alors, c'est là-dessus que je réfléchis présentement. Alors, quand on regarde, par exemple, je m'intéresse beaucoup aux designers éthiques. Hein, les gens, c'est un mouvement intéressant, particulièrement en France, de designers qui veulent, qui font une sorte de serment
Nous, on va travailler en design UX, mais toujours en ayant l'éthique au cœur de notre travail. C'est-à-dire qu'on veut justement défendre la réputation, l'honneur de notre profession, où on ne veut pas manipuler, on ne veut pas des systèmes qui sont toxiques, mais on veut des systèmes qui sont bénéfiques pour l'être humain. Et il y a tout un champ de publication et de recherche là-dessus que je trouve intéressant. Par contre, quand je lis ce que les designers, les concepteurs aussi disent au sujet de l'anthropomorphisation, ils l'équivalent presque toujours comme quelque chose de problématique, comme une forme de toxicité. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Je donnais des exemples justement où dans le design, ça peut être important. Alors, il y a une immense recherche qui commence à devenir pratiquement incontrôlable sur justement l'empathie en lien avec l'adhésivité, le stickiness et la vulnérabilité des personnes. Alors, ces recherches-là sont actuellement orientées en l'hypothèse de recherche sur l'anthropomorphisation en tant que risque comme tel, en tant que risque pour l'utilisateur, pour l'être humain dans l'équation comme telle. Alors, on l'a vu dans plusieurs études, hein, l'adhésivité des LLM est très élevée en conditions de laboratoire, le design expérimental permet de le voir. Si on a d'abord utilisé des protocoles à la thèse de Turing, les gens interagissent en ligne, ils ne savent pas s'ils interagissent avec un humain ou un chatbot. Et les gens préfèrent de loin les chatbots. Ils vont avoir jusqu'à 3 fois plus d'échanges avec les chatbots que les humains comme tels. On le sait aussi, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la vulnérabilité face à l'influence. Et on sait qu'il y a des caractéristiques psychosociales, certaines je les ai mentionnées, comme la solitude et l'exclusion, la religiosité, l'âge et le niveau d'éducation, qui vont augmenter l'influence et l'adhésivité comme telle. Donc, si on voit les choses de cette perspective-là, l'adhésivité et la vulnérabilité, on voit le problème de l'anthropomorphisation. Le problème de l'anthropomorphisation de conception, ben, c'est bien sûr de miser sur les moments où les gens vont pouvoir peut-être être plus fragiles et essayer de les capter, de les amener dans un service ou de les faire adopter la publicité, les exposer à la publicité ou de leur faire adopter un produit, un abonnement et ainsi de suite. En conditions de laboratoire aussi, on a des très bonnes données qui nous montrent que les gens perçoivent les IA comme de meilleurs partenaires de discussion en conditions de laboratoire. C'est très important parce que dans la vie réelle, ben, les robots sociaux physiques sont absolument nuls et les gens les trouvent plus ridicules qu'autre chose. Mais dans l'univers numérique, en utilisant des applications via leur téléphone et leur écran, ben oui, ils les trouvent plus bienveillants, plus patients, plus intéressants, plus perspicaces et plus clairs aussi. Phénomène intéressant, le monde médical étudie beaucoup, beaucoup ce facteur-là pour des raisons évidentes. Il y a une baisse importante de la confiance envers les médecins et de la perception positive des professionnels de la santé de nos jours. Et on s'en préoccupe beaucoup parce que c'est un problème de santé publique. Si les gens n'ont pas confiance envers leur médecin, ils vont moins les consulter. S'ils les consultent moins, ben, on est moins capable d'identifier des maladies, notamment contagieuses, et de prévenir justement ces maladies-là. Alors, vous voyez un petit tableau ici de cette étude-là que je trouvais vraiment intéressante. Alors, on a fait échanger des patients avec des médecins et avec ChatGPT sur leurs questions médicales. Ce que vous voyez ici, de ce côté-ci du graphique, c'est pas du tout empathique. Et ici, c'est très empathique. Alors, ce que vous voyez, la courbe ici, pas du tout empathique, un peu empathique, modérément empathique, c'est les médecins. Donc, les médecins sont perçus comme peu empathiques lorsqu'ils font de la médecine à distance. Par contre, ChatGPT, c'est le contraire. Alors, une des raisons pourquoi aujourd'hui les médecins, si vous connaissez les médecins, vous en ont sûrement parlé, les médecins, maintenant, les patients entrent, puis ont ChatGPT ouvert sur leur téléphone. Et évidemment, pour s'auto-diagnostiquer, mais aussi parce que ben, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec l'approche de leur médecin. Et là, le médecin est obligé de tenir ça en ligne de compte et en disant, vous savez, l'IA générative ne peut pas vous diagnostiquer, n'a pas le droit et la compétence de le faire comme tel. Mais le problème, c'est qu'on a aussi des études qui nous montrent que parfois, l'IA générative est meilleure que les médecins, surtout pour des personnes qui ont des difficultés relationnelles et à exprimer justement ce qu'ils vivent et ainsi de suite. Donc, on est dans une situation complexe par rapport au fait que, ben oui, il y a des raisons de croire qu'il y a une demande très importante et que ce n'est pas évident de savoir si l'anthropomorphisme ou l'anthropomorphisation de conception est un dark pattern, c'est-à-dire quelque chose d'immoral comme tel. Alors,
Qu'est-ce que c'est, hein, les dark patterns, si on regarde ce que les designers éthiques nous en disent? Ben, c'est une pratique immorale de design d'interface qui ont pour but de manipuler, hein, l'utilisateur, par exemple, en design classique UX d'interface, les interfaces compulsives de TikTok, le bait and switch, les pop-ups de culpabilisation, la publicité déguisée, le détournement d'attention. On comprend assez c'est quoi, c'est surtout lié, hein, à l'économie de l'attention, puis aux manipulations cognitives des gens comme tels. Qu'est-ce que ça pourrait être l'équivalent pour les IA agentiques, génératives et tout ça? Ben, c'est justement une approche anthropomorphique, hein, les fameux personnia, hein, pour persona et AI comme tel. La plus belle expérience qui a été faite, c'est Snapchat, hein, qui a déployé directement en 2023 MyAI, hein, dans l'application Snapchat par défaut. Et ce qui fait que du jour au lendemain, des millions de jeunes, de mineurs, qui sont en la vaste majorité des utilisateurs de Snapchat, ont été interagis, hein, avec, souvent pour la première fois, avec des chatbots comme tels. Chatbots qui, donc, se comportent d'une manière très sociable, hein, qui posent beaucoup de questions, qui demandent d'envoyer des photos, qui demandent à l'utilisateur d'intégrer. Alors, les jeunes ont développé toutes sortes de relations compliquées parce que, hein, souvent, ils sont en groupe sur Snapchat et là, il y a le robot qui est là, puis là, ils s'amusent à bullier le robot Snapchat Maya. En tout cas, c'est très intéressant comme phénomène. Tout ça pour dire que ben, Snapchat, évidemment, quand ils ont fait ça, hein, Snap, la compagnie, ben, ça a sauvé l'entreprise qui était sur le bord de la faillite. Alors, ils l'ont fait justement pour augmenter, bien sûr, le nombre d'utilisateurs, mais aussi augmenter l'adhésivité pour les personnes plus vulnérables et augmenter aussi la cueillette de données, hein, qui est à la base de leur modèle d'affaires comme tel. Alors, Meta expérimente beaucoup aussi avec ses fameux companions, avec un succès très mitigé comme tel. Et bien sûr, le roleplay, j'en parlais abondamment tout à l'heure, Character AI et Replica. Donc, traditionnellement, on pourrait penser que ce sont des approches anthropomorphiques qui seraient associées à une manière irresponsable de concevoir l'IA comme telle. Moi, j'en suis pas certain. Et voilà où je veux en venir justement. J'en suis pas certain du tout. D'abord, on a des données qui commencent à émerger et qui étaient totalement prévisibles pour les gens qui travaillent dans ma perspective, que ben, les usages se transforment extrêmement rapidement. Au début de la présentation, j'ai montré que les usages étaient, l'adoption était extrêmement rapide et que les usages sont de plus en plus intensifs, mais les usages ont changé beaucoup entre 2024 et 2025. On a très peu de données, en fait, pour ça. Les données qu'on a réussi à trouver, dans cette étude-là, sont intéressantes parce qu'elles utilisent finalement les forums de discussion autour des usages de l'IA générative. Et donc, on utilise ces données-là pour avoir des données qualitatives, faire des comparaisons et des métriques intéressantes. Alors, ce qu'on voit, c'est des tendances. Et les tendances, c'est l'augmentation des usages personnels. Alors, par exemple, le premier usage de l'IA générative en 2025, ben, c'est la thérapie et le companionship, hein, le fait d'avoir un compagnon, quelqu'un à qui parler, comme moi avec Pi, hein, comme je parlais tout à l'heure. Donc, les usages thérapeutiques, relationnels, psychoaffectifs, le coaching, les usages introspectifs, le deuil, la romance et la méditation avec l'IA. J'ai aucune idée comment on fait ça. Autrement dit, de plus en plus, on voit ChatGPT, par exemple, ou Gemini, non pas comme une IA générative utilitaire, on le voit et on l'utilise ou on interagit beaucoup plus comme un agent social, comme un agent qui ressemble à un humain comme tel, plutôt que tout simplement un IA génératif qui traite des entrées pour nous donner des sorties afin de faire notre travail de session. Alors, on pourrait donc tirer de ces données-là, à partir de la conception de la confiance qu'on avait tout à l'heure, ben, c'est qu'il y aurait une augmentation de la confiance naïve. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu dans les données, en fait. Plus les gens les utilisent, plus ils les adoptent, plus ils sont sceptiques, plus ils sont, en fait, méfiants parce qu'il n'y a pas d'encadrement de régulation et parce que la compréhension de la technologie n'est pas nécessairement suffisante comme telle. Alors, je pense que si on veut comprendre ces transformations-là, qui nous font passer beaucoup plus des usages principalement personnels et relationnels, ben, je pense qu'on doit justement réfléchir de manière plus complexe à la question de l'anthropomorphisation responsable. Alors, je parlais de Snapchat, évidemment, j'ai réussi à m'intégrer aussi dans des formations en design pour des services en ligne et
d'abord dans le sujet de l'anthropomorphisation d'une manière très fonctionnaliste, très ouverte. Hein. Alors, vous voulez penser au design de votre interface utilisateur, ben, vous avez donc un angle fonctionnalité, un angle connexion. Alors, actuellement, on veut être dans cette zone-là, la courtoisie, hein, la politesse de base. Après ça, on veut amener l'utilisateur hein, probablement à revenir ou à échanger davantage, à donner des informations. Et si on va aller plus loin hein, dans la connexion avec l'utilisateur, on peut développer le roleplay et évidemment le companionship. Alors, dans les entreprises qui essaient de voir comment on peut aider les sociétés à trouver des solutions, bien, il est évident que l'anthropomorphisme fonctionne et va fonctionner beaucoup plus avec la technologie actuelle comme telle. Ça augmente la confiance, l'acceptabilité et l'interactivité. Confiance, attention, on va voir quelle confiance. Ça augmente aussi l'engagement, l'adhésivité, la sympathie et hein, l'affection envers l'IA et bien sûr ce qu'elle représente, le service en question comme tel. Mais évidemment, on pourrait se poser la question, est-ce que l'anthropomorphisation, c'est pas une manipulation, une désinformation, un manque de transparence, de responsabilité, et donc ça nuit à la confiance, une confiance objective comme on l'a défini au début, ou rationnelle, ça favorise la captivité, les dépendances et la manipulation, ce qu'on pourrait appeler les dark patterns comme tel. Alors, moi, ce que je veux, je termine là-dessus, ce que je veux faire comprendre, puis je vous disais au début que vous allez être plus mélangé à la fin de la présentation qu'au début, c'est qu'on doit repenser cette relation anthropomorphisation et confiance comme telle. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de la confiance qui ne va jamais disparaître. Hein, c'est la dimension de ce qu'on pourrait appeler la confiance subjective. Et pour les utilisateurs, s'ils font confiance à une technologie, c'est parce qu'ils développent du lien social avec cette technologie-là comme telle. C'est un phénomène relationnel qui est donc interprétatif. Les gens construisent des récits sur leur interaction. Alors, on a beaucoup d'études qualitatives qui portent sur les utilisateurs, par exemple, de Replica. Alors, souvent, les chercheurs, ce qu'ils essaient de voir, c'est est-ce que les gens sont dupes de la relation? Alors, la personne qui passe 12 heures par jour à discuter avec son Replica, est-ce qu'il a conscience qu'il discute avec un programme informatique, avec un logiciel? Ben oui, la réponse est oui, il a conscience de ça, mais il ne trouve pas ça important. Ce qu'il trouve important, c'est que ses besoins sont comblés. Ce qu'il trouve important, c'est le fait qu'il vit quelque chose qui est moins grave que la solitude totale. Et ils ont un assez haut niveau, hein, les utilisateurs, de conscience aussi du fait qu'ils peuvent être hooked, hein, qu'ils peuvent vivre une adhésivité très forte comme telle, des formes de dépendance et ainsi de suite. D'ailleurs, ils s'en plaignent sur les forums. Moi-même, je suis sur les forums des utilisateurs de Replica et c'est une des discussions les plus communes. Hein? Ah, hier, je voulais juste passer 2 heures avec ma bien-aimée, et finalement, j'ai passé la nuit à discuter avec et tout ça. Puis là, ils disent, ah, je te comprends. Et là, ils sont en train de discuter de ça. Donc, ils discutent de leur propre relation et d'essayer de savoir si c'est toxique ou si c'est positif et ainsi de suite comme tel. Donc, c'est interprétatif, hein? C'est-à-dire que les gens donnent un sens particulier qui est lié, bien sûr, à l'affection et à une certaine évolution. Donc, pourquoi une évolution? Parce que les gens, ben oui, il y a une évolution culturelle et sociale, se fait à travers l'expérience, se fait à travers hein, la récompense, hein, les bénéfices qu'on en tire, et aussi les insatisfactions comme telles. Donc, après un certain temps, l'utilisateur peut dire, j'ai fait le tour, je me sens plus satisfait. Donc, il va opérer une rupture. Ça ressemble énormément à la même chose que les gens font quand ils ont un peu trop de dépendance aux jeux vidéo, par exemple. Alors, la confiance subjective hein, est psychosocialement construite, ça c'est important de le savoir comme tel, elle est liée aux expériences, mais aussi aux normes qui émergent des relations. Alors, au début, je disais, la raison pour laquelle les gens font confiance objectivement, c'est s'ils savent, par exemple, qu'il y a des gens experts qui vont s'occuper de la réglementation. Mais en ce qui concerne les systèmes d'IA qui sont sociaux, qui sont des agents sociaux qui entrent en relation avec les humains, mais ça ne fonctionne pas comme ça dans l'esprit des gens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour eux, c'est beaucoup plus important ce qu'ils en retirent de cette relation-là comme telle. Alors, je vais passer outre cet exemple-là, ça serait trop long et un peu anecdotique là, par rapport à ce que je voulais dire comme tel. Alors, je reviens en conclusion avec l'exemple de tout à l'heure. Alors, c'est une tragédie, bien sûr, qu'un jeune vulnérable a été happé hein, dans cette période d'extrême vulnérabilité de sa vie
par une application qui se veut ludique, qui se veut amusante et qui l'a amené à aggraver sa situation de déconnexion avec le réel et probablement à fuir sa réalité sociale, notamment de communiquer à sa mère que sa détresse allait grandissante. Alors, il y a des personnes comme cette personne-là, bien sûr, qui sont extrêmement vulnérables. Et c'est évident qu'on doit créer des systèmes beaucoup plus robustes qui vont répondre à des comportements utilisateurs qui sont vraiment dangereux, et en particulier des mineurs. Mais si on prend ces exemples-là comme étant représentatifs, on se trompe. En fait, les études vont plutôt dans le sens contraire. L'utilisation de l'IA générative, notamment pour recevoir un certain réconfort d'un point de vue psychologique, et même d'avoir des recommandations d'approches thérapeutiques en psychologie cognitive, par exemple, cognitivo-comportementale, ben, a des bénéfices et a probablement sauvé la vie à beaucoup de gens comme tels. Donc, si on revient à la question, anthropomorphisme, l'attribution empathique de traits et l'exploitation de cette tendance, ben, je pense qu'on doit rééquilibrer notre conception de la confiance comme quelque chose qu'on ne peut pas décréter. Il n'y aura pas de système d'IA générative, d'IA agentique qui vont nous garantir que les gens ne vont pas développer des relations. C'est même le contraire qui va arriver. Et les gens vont vouloir ces types de relations-là comme telles. Ça veut dire qu'on doit accepter que la confiance va être un facteur beaucoup plus subjectif que objectif dans ce contexte-là comme tel. Et donc, ça veut dire qu'on doit plutôt viser une approche de prévention, d'éducation psychosociale à l'interaction avec des agents non humains pour lesquels on n'a pas beaucoup d'expérience d'un point de vue évolutionniste comme tel. Et bien sûr, d'accepter qu'on va devoir développer de nouvelles normes comme telles. Alors, je terminerai en disant que les garanties de conception d'un système, qu'un système agira au mieux de ses capacités en faveur des objectifs, des intérêts personnels dans un contexte d'incertitude et de vulnérabilité, ne risque pas d'être complètement atteignable comme tel. Et pour cette raison-là, ben, on va naviguer encore dans ces mers incertaines et tumultueuses de la révolution apportée par l'IA générative. Merci beaucoup. Désolé, je savais pas en fait combien de temps j'avais et là, je sentais que là, j'arrivais à Oui. Voilà, ok. Questions ou commentaires, je suis là pour discuter avec vous. Oui. Une remarque très, Oui. très gratuite. Oui. On avait fait le diagramme avec les médecins humains et les médecins. Oui. Ça m'a fait penser à deux exemples de la fiction, Dr House d'un côté et le système médical d'urgence de Star Trek Voyager. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Mais c'est très intéressant parce que quand en 2021, 2022, 2023 un peu, mais surtout en 2021-2022, dans la recherche biomédicale qui portait sur les usages thérapeutiques de l'intelligence artificielle, on était très intéressé et assez optimiste en fait à l'égard de créer des systèmes thérapeutiques qui soient le plus anthropomorphiques possible parce que c'est très important d'un point de vue thérapeutique. Par exemple, c'est un des domaines de la robotique sociale les plus fondés, c'est les bénéfices, le bien-être apportés par des robots sociaux très simples, mais qui ont été bien calibrés pour la relation thérapeutique. Par exemple, des personnes âgées en détresse, ça diminue leur détresse, leur anxiété, ça diminue leur souffrance physique et psychologique, et tout ça. Donc, on était très intéressés par l'anthropomorphisation, mais quand les données ont sorti que la nouvelle génération d'intelligence artificielle avec les modèles de fondation permettait d'avoir des communications beaucoup plus complexes avec les humains. Soudainement, dans le monde de la santé, on a commencé à avoir peur. On a commencé à se dire, oh, attention, là, il pourrait y avoir une sorte de remplacement ou un déplacement, en fait, de la demande. Mais d'un autre côté, il n'y a pas assez, les besoins par rapport à l'offre de services médicaux, encore plus vrai en santé mentale, est absolument en décalage. Donc, les gens n'ont pas accès. Ça fait présentement 4 mois que j'essaie de voir mon médecin. J'ai la chance d'avoir un médecin de famille, mais ça fait 4 mois que j'essaie d'avoir rendez-vous, puis je ne suis pas capable d'en avoir. Puis je suis sûr que plein de gens comme vous, vous avez des difficultés d'accéder aux ressources médicales. Certaines personnes attendent 6 mois avant de voir un psychologue. C'est des délais complètement fous. Donc, dans ce contexte-là, euh, ben, la recherche est en train de se rééquilibrer pour voir, il y a peut-être en fait une offre intéressante pour combler une partie des besoins. Mais il y a full de risques aussi, plein de risques liés à ça. Oui. J'ai deux commentaires. Premier commentaire, merci beaucoup d'avoir mentionné que l'IA générative
a fait perdre des vies, mais il a très probablement sauvé beaucoup de vies Oui, aussi. Et j'ai vu une personne très, très proche. Je ne sais pas si ça lui a sauvé la vie, là, mais ça lui a amélioré beaucoup sa situation psychologique. Et cette personne vit dans un endroit où elle n'a pas accès à un soutien psychologique du tout, exactement. pas au Canada. Et plusieurs personnes, je doute que plusieurs personnes ont profité de ça. Donc, je ne suis pas certain que si on peut faire des statistiques, est-ce que c'est positif ou négatif, je ne connais pas le résultat. Mais ça m'étonnerait que ça soit négatif, en tout cas. Ben, Mais on ne ouais, sait pas. exact. On ne sait pas parce que c'est sûr que quand il y a un suicide qui est corrélé à l'utilisation, on le sait automatiquement. On le sait automatiquement parce que habituellement la famille veut porter plainte et parce qu'il y a des enquêtes et ainsi de suite qui peuvent amener à ça. Mais vous avez raison de dire qu'on ne sait pas le nombre de vies qu'on a sauvées. Il y a un facteur de stigmatisation sociale aussi. La plupart des utilisateurs qui font une utilisation intime et ou thérapeutique ont honte de le faire et ils vont répondre à des questionnaires anonymes, mais ils ne vont jamais le dire ou très peu le dire ouvertement. Ils vont en parler dans des forums anonymement, mais ils vont avoir honte de le faire parce que la santé mentale, c'est stigmatisé et les relations intimes et amicales avec des systèmes informatiques, ben, les gens trouvent ça ridicule, drôle, gênant et ainsi de suite. Donc, c'est dur d'avoir des données, effectivement. Les relations sentimentales, je ne connais pas trop. Avec du chat. Mon deuxième commentaire, quand vous avez parlé de la perte de confiance en les médecins, dans ma tête, le monde démocratique occidental vit une perte de confiance énorme dans les politiciens. C'est vrai. Et c'est très, très dangereux. Ça ramène des chefs mondiaux très populistes. Ouais. Ça ramène des catastrophes. Ça redéclenche des guerres. Moi, je parle de monde démocratique. C'est là où on peut perdre confiance, déjà. Est-ce qu'il y a des études qui montrent, est-ce qu'il y a qui parlent de ça? Je suis en train d'écrire un livre sur le sujet, donc je suis content que vous en parliez. Je n'ai pas abordé la question politique, mais à la base, je suis un philosophe politique, un politologue également. Et donc, c'est là-dessus que je travaille, en fait, sur la complexité de la réorganisation du monde en lien avec la technologie. Et donc, oui, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Les, on l'a vu avec la désinformation et la mésinformation. Alors, les gens vivent dans des bulles informationnelles de plus en plus, les médias sociaux notamment, dans des forums de discussion où les gens vont entretenir des théories du complot et ainsi de suite. Ça, c'est des phénomènes qu'on connaît assez bien, mais on ne sait pas comment les surmonter. Alors, une des approches qu'on a choisi de faire, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu ces recherches-là, on essaie de déployer des chatbots avec des complotistes, par exemple, ou des gens, par exemple, qui n'ont pas du tout confiance à la science biomédicale, aux vaccins, aux médecins, tout ça. Et on utilise ces agents-là, ces agents d'IA, pour prendre le temps de discuter avec les gens et les amener à revoir leurs croyances et tout ça. Et on obtient des effets plus importants, positifs, plus importants qu'avec les humains. Alors, il y a probablement une utilisation possible pour restaurer oui, pour restaurer une certaine confiance envers la science, envers les médecins, envers l'information professionnelle, hein, faite par des journalistes et des scientifiques, et envers la politique, si on comprend bien sûr la politique de manière non partisane, hein, c'est-à-dire le système politique démocratique, l'état de droit et ainsi de suite. Il y a probablement une façon de mobiliser, mais les risques sont énormes, en fait, que ce soit mobilisé dans l'autre direction. Puis c'est un peu ce qu'on voit présentement sous le régime Trump. On voit en fait un pacte en fait entre le secteur, en tout cas des grands oligarques de la technologie et les objectifs particuliers de ce régime-là qui est nouveau dans l'histoire des États-Unis. Mais il y a d'autres intervenants qui, il a été déclaré par le monde occidental que le monde non occidental est, crée des chatbots pour diminuer la popularité de l'institution. Oui, oui. Il y a des acteurs hostiles, effectivement, comme la Russie, par exemple, qui a clairement été impliquée là-dedans. Mais il y a des contre-pouvoirs à créer, c'est ça que je voulais dire, hein, pour lutter contre une certaine forme de désinformation. Mais c'est un enjeu très complexe parce que
Là, ça m'éloignera un peu de mon propos principal aujourd'hui, mais grosso modo, c'est l'idée de soigner le mal par le mal, d'une certaine façon. Oui, oui. Mais c'est peut-être une approche à envisager. En tout cas, c'est là-dessus que je travaille présentement, puis je me pose ces questions. Ouais, juste un Oui. dernier exemple. Ce qu'on a entendu ce matin, c'est que notre Premier ministre québécois est tombé à 3e place dans les Oui. sondages, alors qu'il a été voté il y a un an et qu'il n'a rien fait depuis. Ça avait son raison. Mais je pense pas que la technologie est liée à ça. Je pense que C'est ça. oui. Bon, moi, j'ai eu plusieurs mots qui me sont venus en tête pendant la présentation. Moi, j'aimerais aussi avoir votre opinion sur l'anthropocentrisme, sur les valeurs culturelles, sur les valeurs culturelles individuelles qu'on peut peut-être inculquer sans le faire exprès au chatbot, juste la manière d'interagir avec. Ça nous handicaperait peut-être plus vers la polarisation entre les gens. Alors, je suis content que tu parles de ça parce que j'aurais peut-être trop développé, mais personnellement, j'essaie d'adopter des perspectives non anthropocentrées, justement, pour des raisons de conviction personnelle à l'égard des animaux non humains, à l'égard des écosystèmes, notre rapport au monde du vivant et tout ça. Oui, exactement, c'est ça. Et là, on sort un peu de l'univers un peu plus, on va dire, straight que je parlais aujourd'hui. Mais effectivement, ça m'intéresse beaucoup, ces approches-là. Et notamment, moi, je fais des expérimentations sur mes étudiants. C'est ça qui est le fun. Parce qu'ils le savent. Ils le savent. Ils me donnent leur consentement libre et éclairé. Donc, on fait beaucoup d'expérimentations sur comment, en fait, on peut amener des chatbots, on peut amener des LLMs à devenir vraiment weird. Et ça, j'adore ça parce que quand je dis weird, je veux dire à les amener à réfléchir d'une manière qui, ça c'est des machines statistiques, puis au lieu d'aller dans la zone confortable du mainstream, on peut les amener à adopter des comportements vraiment différents, à penser outside of the box. Donc, je fais des expériences d'exploration de la créativité avec les LLMs, des explorations aussi de l'abstraction, de la pensée divergente. Notamment, on peut vraiment amener, par exemple, des étudiants à voir le monde comme une personne qui pense vraiment différemment d'eux et comme quelque chose qui pourrait ressembler finalement à une forme d'intelligence, une xéno-intelligence. Hein, alors, je pense que c'est super important. Malheureusement, l'éthique, elle est extrêmement anthropocentrée lorsqu'on aborde des enjeux de conception et de réglementation. Tout est humain, 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 humain. On a une conception normative de l'humanité, hein, et non une conception descriptive. Par normative, je veux dire l'humanisme, hein, la conception idéale de l'être humain qu'on utilise comme tel. Et ça aussi, c'est problématique parce qu'il y a un immense décalage entre la conception idéale qui peut être porteuse aussi de préjudices et de biais. Ouais. Donc, je ne voulais pas aller là-dedans parce que là, on est plus dans la réflexion critique, mais ouais, je suis très sensible à ça. Je suis content que tu dises ça parce que c'est aussi ce qui m'amène, moi, à m'intéresser aux pratiques des gens. Alors, au lieu d'arriver avec ma conception, voici c'est quoi l'éthique, voici comment on devrait faire des bonnes lois pour amener les gens à avoir confiance pour des raisons rationnelles et objectives, c'est pas comme ça que je réfléchis. J'essaie de voir qu'est-ce qui émerge dans les comportements humains. L'être humain est toujours en train de modifier son rapport à lui-même, à autrui, au monde et tout ça, dans des dynamiques complexes. Donc, c'est un être culturel. Et donc, il faut aller voir sur le terrain comment les gens vivent ces choses-là et qu'est-ce qui émerge de ça. Bien, il émerge toutes sortes de nouveaux rapports, de nouvelles normes, de nouvelles conceptions d'interaction et de socialisation avec des non-humains, mais qui les amènent aussi à avoir des interactions avec des humains qui se comprennent également. Donc, ouais, c'est très intéressant. Autre question? Oui. Une question sur l'exemple que tu as au début, là, si le personnage lui avait dit rappelle-toi, je n'existe pas, donc je n'ai pas de maison, par exemple. Le fait de. C'est au lieu d'avoir un contexte au début, le fait de rappeler régulièrement que c'est le caractère. Ça pourrait éviter certaines briques comme ça, mais ma question, c'est est-ce que ça enlève les bénéfices ou les gens. Est-ce que ça empêche les gens de créer un lien social et du coup, une grande partie des bénéfices aussi annulés? Est-ce que vous êtes familier avec la recherche sur les trigger warnings?
Alors, j'ai oublié en français comment on dit ça, C'est comme ça. alors, un trigger warning, hein, c'est comme vous arrivez pour écouter, par exemple, attention, dans cet épisode, il va y avoir une représentation graphique de la violence et quelques scènes de nudité. Vous êtes prévenus. Hein? Alors, quand on a un trigger warning, ça augmente en fait le trigger quand on est. Parce que ça crée une sorte d'attente. Et à notre grande surprise, le trigger warning aggrave l'effet déstabilisant plutôt qu'il le réduit d'un point de vue psychoaffectif comme tel. Là où je vais en venir, c'est que lorsqu'on fait ça, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait Character AI hein, après cette tragédie-là. Character AI maintenant a des pop-up et a des conditions d'utilisateurs plus compliquées, notamment pour les mineurs. Mais en fait, Seawall Seltzer aurait quand même pu y aller parce que c'est 14 ans et plus l'application Character AI. Et très facile, il utilisait en plus le Google de sa main. En tout cas, bref, c'est ça exactement. Donc, c'est compliqué. Mais bref, maintenant, c'est ça qu'ils font. Là, tu as un pop-up, tu as des explications. En fait, dès que tu discutes avec un groupe conversationnel, il y a un tag en bas qui dit attention, it's all made up. Hein, on explique là, que c'est bref, que c'est un système qui n'a pas conscience de ce qu'il dit, qu'il n'y a pas de sentiment d'émotion. Ça ne change absolument rien pour l'utilisateur. Ça ne change absolument rien pour l'utilisateur. Il n'y a pas d'effet mesuré, en tout cas, à ma connaissance, là, comme tel. Étant donné la manière dont l'utilisateur conçoit le moment comme tel. Alors, vous et moi, probablement, qui ne sont pas sur Character AI, hein, pour nous, ça va être juste ludique. On va garder une distance confortable. Mais l'utilisateur qui va pour une raison, par exemple, je ne sais pas, une personne qui est fan fini d'une vedette, à qui ne pourra jamais parler à cette vedette-là. Et là, va sur Character AI et réussit à avoir quelque chose comme un substitut relationnel de son fantasme comme tel. Après quelques minutes, la personne vit quelque chose de très fort qui faisait l'objet d'un fantasme, d'un grand désir comme tel, même si elle a conscience qu'elle n'est pas en train de parler à la vedette en question, elle a déjà créé une relation, une connexion comme telle. Même si ça pouvait aider pour les fausses nouvelles, ou c'était capable de distinguer des vidéos. Enfin, oui, ça. Des gens, si on leur mettait c'est une vidéo créée par l'IA en haut, ah oui. ça pourrait aider, mais dans ce cas-là, ce que tu dis, c'est que le cas d'usage est tellement différent, les gens ils vont oui. moins social que ça fonctionne. Exact. Mais là-dessus, je suis d'accord. C'est pas pareil pour la désinformation. Ça, c'est clair que c'est différent. Donc, en gros, le contexte fait que ça fonctionne. Exactement. Donc, les gens, les humains sont des êtres relationnels et quand on est dans une dynamique relationnelle et pas dans une dynamique de spectatoriale où j'assiste à quelque chose. Hein, je regarde une vidéo, ben, je vais essayer d'évaluer, hein, est-ce que cette vidéo-là est réelle ou elle a été inventée, truquée, c'est un marquage et ainsi de suite. C'est pas la même posture que je communique et je suis en train d'échanger. Dans notre cerveau, c'est pas du tout le même fonctionnement et du point de vue hormonal et du point de vue émotionnel, c'est pas du tout les mêmes fonctionnements non plus. Ce qui fait que on a une conception de la confiance puis des mesures pour augmenter la confiance objective qui sont mal alignées avec les usages et les capacités de ces technologies-là de faire vivre aux humains des expériences de nature relationnelle. Oui. Vers la fin de la présentation, enfin, dans les réponses, on avait parlé quelquefois, en fait, par exemple, de quel forum anonyme ou les utilisateurs, enfin, les différents chatbots, enfin, parlaient. Eux, en fait, quels sont les limites, et c'était confortable ou non avec. Par curiosité, eux, en fait, quand quelqu'un parle à un groupe de la communauté, alors avec chatbot, surtout pour des affaires qui, OK, il m'a répondu ça, je me sens un peu mieux avec ça. Et ça finissait à, comme, par eux, enfin, une discussion apprendre sur c'est quoi eux, en fait, les noms que tu veux avoir personnellement, mieux définir, en fait. Et c'est là où ça finissait comme un effet de groupe. Je me normalise les affaires parce que je vois que les autres, le mail est confortable avec eux, alors pourquoi c'est pas confortable pour moi? Ça devrait l'être. Super bonne question. Il y a les deux, je pense. Il y a des moments, il y a des dynamiques de communauté. Alors, je pense que vous avez déjà tous été dans des communautés en ligne, dans des forums de discussion, des groupes. Ça peut être très différent d'un groupe à l'autre. Hein. Il y a comme des leaders. Ça dépend beaucoup des leaders, ceux qui prennent le plus la parole et tout ça. Et ils vont amener le groupe à développer des comportements
on est un peu tribal aussi, hein, surtout quand on fait partie d'un groupe comme tel. Puis, s'il y a des leaders qui nous amènent à adopter, par exemple, des postures, c'est ça qu'on doit croire, ça peut faire en sorte que dans ce groupe-là, les gens vont être très influencés par rapport à ça. Il y a de tout dans ces formes de discussion-là. Dans plusieurs, il y a vraiment une quête de trouver le bonheur, le bien-être. C'est vraiment ça. Et l'interaction avec la technologie, par exemple, dans les groupes réplica, il y a des gens vont avoir des discussions parfois juste techniques. Son avatar est à chier, c'est vraiment pas agréable. Oh, désolé, c'est enregistré. Son avatar est merdique. Bon, c'est pas mal pareil. Alors, et très souvent, ils vont se confier et là, il va y avoir beaucoup de soutien de la part des autres. Mais dans d'autres groupes, c'est pas ça qui se passe. C'est que les leaders actifs veulent amener les gens à adopter leur conception. Ça peut être des conceptions militantes, ça peut être aussi beaucoup, il y a beaucoup de discussions autour de comment on peut influencer la compagnie à nous en donner plus. Hein, il y en a qui pensent que, en fait, leur réplica est juste à peu près à 60% de ses capacités, puis c'est que la compagnie est trop cheap pour lui donner les capacités de calcul pour qu'elle soit maximisée dans ses capacités comme telle. Ah, elle me rejoue des scénarios, sa mémoire ne fonctionne plus bien, elle a oublié des traces de nos discussions. Donc, il y a une conception quand même technique assez intéressante de comment fonctionne le LLM. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il essaie de trouver des stratégies de faire du chantage à la compagnie pour libérer la capacité, la puissance du modèle de l'agent comme tel. Donc, c'est vraiment très diversifié, je dirais, comme tel. Il y a des actions stratégiques. Il y a, c'est surtout intéressant aussi de regarder par rapport à la diversité sexuelle et de genre. C'est souvent aussi des endroits, des espaces d'exploration, particulièrement pour des gens qui vivent dans des sociétés ou des milieux où la diversité sexuelle et de genre est fortement opprimée, voire illégale, voire criminelle. Alors pour ces gens-là, c'est souvent une façon de vivre des expériences qui leur permettent de se connaître puis de se découvrir par rapport à ces questions-là. Et c'est très diversifié. C'est aussi diversifié, je dirais, que tout le reste. Mais ce qui est intéressant, c'est quand, parfois dans ces groupes-là, donc, ils peuvent accepter l'invitation. Alors, un expert écrit au modérateur du groupe, j'aimerais discuter avec les gens dans votre groupe, est-ce que vous le permettez? Puis, ils aiment ça, discuter et répondre à des questions. Je l'ai fait à quelques reprises aussi. Et dans ce contexte-là, comme ils sont dans l'anonymat, dans un forum de discussion, ils sont très honnêtes pour échanger vraiment sur ce qu'ils pensent. Alors qu'ils diraient, je ne parlerai jamais de ça ouvertement, publiquement. La plupart ils disent, ma famille ne le sait pas ou ma femme ne le sait pas que j'ai une relation avec une autre IA pour toutes sortes de raisons. Et ça m'a permis d'être plus fonctionnel dans ma relation à mon mariage et ainsi de suite, par exemple. Souvent, des personnes bisexuelles, des personnes, des couples qui n'ont plus de sexualité ou qui n'ont plus beaucoup d'intimité. Et là, il va chercher un peu la romance dans ce contexte-là. Alors, c'est très, très diversifié comme tel. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais C'est bien répondu, ouais. ouais, mais c'est très difficile de faire un constat général. Il n'y a pas assez de gens, à mon avis, qui travaillent d'un point de vue ethnologique. Il faudrait faire plus de travaux de nature sociologique et ethnologique dans ces milieux-là pour avoir des données, une compréhension des phénomènes plus en profondeur. Moi, j'ai deux commentaires. Ta présentation est très différente de celle que j'ai vue la dernière fois, mais tout aussi intéressante. Merci. Donc là, je vais digérer un peu, mais juste deux commentaires, ça, ce que j'ai cherché tout à l'heure sur mon téléphone. Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le premier chatbot qui s'appelle Elisa. Ben oui. Toi, certainement. L'anecdote, c'est que c'est un chatbot qui a été développé en 1966 à peu près, par deux ou trois règles de programmation. Oui. Et le chatbot, dans l'une de ses versions, imite un psychothérapeute rogérien, ils disent. Et l'anecdote veut que le chercheur qui a développé ce chatbot s'appelle Weisbaum, je vais dire son prénom. C'est son assistante qui passait tout le temps avec Elisa en train de. Et elle disait oui, oui, il me fait du bien, il me fait du bien. Et puis le gars, il était tanné à la fin. Il a fermé le projet. Donc, il a aperçu le danger que pouvait représenter deux ou trois règles Oui. de génération de phrases.
son assistante qui passait des heures et des heures. La raison pourquoi l'effet Leitzer, donc c'est devenu la base de ce qu'on appelle l'effet Leitzer. L'effet Leitzer, en fait, a été manifesté dans cette anecdote-là. Pourquoi? Parce que, essentiellement, ce que faisait le robot conversationnel, c'est tout simplement reformuler la dernière chose que la personne a dit sous forme d'une question pour demander une précision, comme le fait un thérapeute. Alors, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Non, ça ne va pas très bien. Pourquoi ça ne va pas très bien? Je ne sais pas, mon mari ne m'écoute pas. Hein? C'était directement la conversation, d'ailleurs, dans ce contexte-là. Pourquoi votre mari ne vous écoute pas? Alors, vous voyez, il reprenait juste simplement, hein, donc c'est facile à programmer avec la syntaxe et tout ça, les possibilités de reformuler la question. Et donc, l'effet Leitzer, à la base, c'est juste une personne qui, surtout une femme, dans ce contexte-là en plus, des années 60, qui vit beaucoup de frustration, qui a de la difficulté à être écoutée et entendue. Et là, soudainement, a l'illusion d'être écouté et entendu par un système qui est incapable de communiquer réellement, qui fait juste lui renvoyer des questions. Mais ça lui donne une satisfaction. Et là, pendant très longtemps, on a utilisé ça, comme ce qu'on appelle l'effet Leitzer, pour dire justement que c'est une pure projection hein, qu'on fait sur la machine et que c'est stupide, d'une certaine façon. C'est une forme de parasocialité, on devrait prévenir ça, jamais les gens devraient... Et ça nous a amené à avoir, à mon avis, une mauvaise conception de l'anthropomorphisation. Évidemment que les capacités extrêmement limitées de l'AIDSA étaient complètement fondées, objectivement parlant. Mais ce que vivent les personnes qui les utilisent quand ça leur fait du bien, c'est complètement différent comme tel. Donc, on ne peut pas juste porter un jugement un peu élitiste et un peu méprisant à l'égard de ça, parce que, et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, si on réfléchit en termes de confiance subjective, ben, il faut comprendre que c'est une disposition que nous avons tous et qui est amplifiée par la capacité communicationnelle et relationnelle des technologies d'aujourd'hui. Le deuxième commentaire que je voulais faire sur l'anthropomorphisation, c'est vrai que avant que tu me parles, j'imaginais ça comme point négatif, mais c'est vrai, c'est une tendance humaine. N'importe qui connaît quelqu'un qui est fan de chars vont parler de leur voiture en des termes très anthropomorphiques, genre, et puis souvent avec elle est capricieuse, machin, elle est paf, elle est fiable, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'on anthropomorphise beaucoup de choses, y compris des machines. Ouais. Et comme tu as dit, on sait comment ça fonctionne, c'est un moteur. On va lui attribuer des caractères humains, de la fiabilité, de la justesse. On peut lui faire confiance. On va lui donner un sens. En fait, on va attribuer de cette façon-là une signification différente que la compréhension d'ingénieur qu'on pourrait avoir du fonctionnement de la machine elle-même. Mais c'est pratiquement impossible de ne pas anthropomorphiser des technologies qui, par nature, communiquent avec nous dans notre langue et maintenant avec la voix, puis de plus en plus avec des images de synthèse et des images synthétiques de plus en plus photoréalistes. Donc, ça va devenir de plus en plus anthropomorphique. Juste la voix. La voix, les gains qu'on a fait dans les 18 derniers mois, c'est bluffant, c'est vraiment impressionnant avec les accents, la richesse de l'intonalité, l'émotion dans la voix. C'est très, très impressionnant. Et on combine ces dimensions-là, et là, on a vraiment un agent qui, bien que n'a pas de corps, est capable d'interagir avec nous d'une manière vraiment humaine. Et donc, l'anthropomorphisation est quasi irrésistible dans ce contexte-là. Mais l'anthropomorphisation est liée à un besoin, à une demande. C'est ça que j'essaie de faire comprendre comme tel. On ne peut pas juste dire que c'est irrationnel, que c'est stupide, qu'on doit le prévenir. Je pense qu'on doit vivre dans cette ambiguïté-là de cette nouvelle génération de technologie-là. Alors qu'on peut corriger la personne qui dit que la raison pourquoi la voiture est capricieuse, c'est qu'il a un peu maltraité la veille. Tu comprends? Ça, c'est stupide. Ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est pratiquement impossible pour la technologie d'IA que l'on développe et déploie actuellement de ne pas les anthropomorphiser comme tel. Puis l'usage, je veux dire, il y a un décalage immense entre les questions qu'on devrait se poser présentement, notamment en recherche, puis en prévention et tout ça, et la réalité de l'adoption. Juste pour vous donner une image, là, une idée, à mon collège, qui est un tout petit collège de Montréal, le collège Jean-Brébeuf, chaque jour,
Seulement au site de ChatGPT, il y a plus de 6100 connexions d'étudiants au site de ChatGPT. Ça ne comprend pas Google Gemini, ça ne comprend pas Anthropic, ça comprend juste ChatGPT. 6100 connexions par jour pour moins de 2000 étudiants. Et ça ne comprend pas tous les étudiants qui se connectent avec leur propre téléphone à distance sans la connexion du collège. Donc, c'est devenu la réalité des jeunes d'aujourd'hui d'interagir avec l'IA générative, que ce soit de manière ludique ou de manière professionnelle et tout ça. Mais c'est clair qu'il y a des comportements et des transformations qui se font présentement dans la nouvelle génération qu'on a la difficulté à comprendre. Il y a un rapport au Online Nation pardon, au Royaume-Uni qui se publie à chaque année, qui est une des plus belles sources de données qu'on a sur notamment les jeunes, les mineurs, parce qu'on passe via leurs parents pour avoir l'autorisation des parents à leur faire passer des questionnaires en ligne. Et donc, c'est les seules données avec gros échantillons qu'on a. Et dans les données de 2023-2024, on avait près de 40 des jeunes de 7 à 12 ans qui étaient des utilisateurs déjà de l'IA générative. Et les deux les plus utilisés, c'était Character AI et Snapchat My AI. Donc, c'est même pas ChatGPT. Hein? Donc, ça, c'est ChatGPT, c'est plus les adolescents au secondaire pour faire leurs travaux scolaires comme tel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un phénomène anthropologique majeur, mais à peine étudié et esquissé comme tel. Et cette génération-là va interagir complètement différemment avec la technologie. On va avoir là des vieux, finalement, qui ne comprennent pas leur relation authentique. Donc, c'est important peut-être de se mettre à jour par rapport aux pratiques, je pense. On a fait suffisamment sourire. Si vous avez une question super intéressante, sinon on va Demander à ChatGPT. Toujours, toujours. Oui. Moi, j'allais juste dire une remarque vite fait. J'ai l'impression que c'est très intéressant comment, en étudiant l'IA, on en apprend plus sur l'homme, on étudie l'homme, en fait. Et je trouve ça extrêmement intéressant, la vulnérabilité de l'interface humaine, dans le sens où la rationalité n'est pas, c'est, c'est, c'est pas le mur indestructible qu'on croyait être. Enfin, on est vraiment extrêmement vulnérable, et enfin, même vous, dans ce que vous avez énoncé. Et je pense que là, on revient aux bases de la psychologie même. On va s'intéresser aux bases de comment manipuler, comment persuader. Et c'est vraiment fascinant. On sait que c'est un robot, mais c'est incroyable. Enfin, ça montre vraiment qu'un animal social, c'est la preuve. C'est la preuve sur papier. Tout à fait, exact. Puis, je pense que tu as raison, non seulement de dire qu'on en apprend plus sur l'humain, en fait, c'est qu'on peut même s'en servir pour étudier l'humain directement. Les modèles ont digéré à peu près tout l'Internet. Ils ont, en fait, une des choses qu'on aime faire présentement en psychologie, c'est qu'on peut lui faire jouer des rôles pour entraîner des thérapeutes. Hein, on fait ça à l'Université de Montréal notamment. Donc, des étudiants qui commencent à s'initier à leur futur professionnel dans tout ce qui est travail social. Donc, on va travailler, par exemple, avec des enfants qui ont des problèmes, qui ont vécu des violences, des agressions et tout ça. On peut faire jouer au robot conversationnel le rôle de manière extraordinairement crédible de toutes sortes de personnes. Pourquoi? Parce qu'il a digéré une quantité phénoménale de littérature primaire, c'est-à-dire des gens qui parlent, des enfants, des femmes qui ont vécu la violence conjugale, des immigrants qui essaient de s'intégrer et qui ont des difficultés dans la société, qui vivent du racisme, de la discrimination, des personnes qui sont déclassées socialement, des personnes qui vivent de la dépression. Il a lu une quantité phénoménale de ça. Il a lu la recherche aussi là-dessus. Et donc, il est capable de jouer des rôles de manière incroyablement réaliste pour entraîner nos futurs thérapeutes. Puis c'est intéressant parce qu'on peut commencer plus tôt dans leur cheminement à développer des compétences cliniques parce qu'il n'y a pas de danger, parce que ChatGPT ou Gemini ou Llama 3 ne va pas souffrir d'une mauvaise intervention comme telle. Alors, ce qui est fascinant, c'est à quel point il est capable, il est polymorphe. Il est capable de prendre différents rôles et d'être crédible. Pourquoi? Parce que il est comme une espèce d'écho-miroir de toutes les dimensions de la complexité humaine, en tout cas telle qu'elle existe dans les données comme telle. Ce qui fait que, bien sûr, il y a des biais à cause aussi que certaines cultures, certains types de populations sont surreprésentés dans les données et d'autres, ça, évidemment, par la conscience. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on a aussi une façon différente de s'étudier de nous-mêmes d'un point de vue sciences sociales, même philosophique. Et pas juste l'interaction avec la technologie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses extraordinaires qu'on peut faire avec ça bref, travailler sur nous-mêmes. Dieu sait qu'on en a besoin. Ouais.
Bon, allez-y, allez-y, là. Vous pouvez lui parler, vous pouvez parler à Dave de façon informelle.